On repart les amis, on repart. Alors c'est Luc Breton est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour Stéphane. On se connaît bien, mais justement on va en parler. Luc Breton, tu as été directeur de l'innovation d'Orange pendant combien de temps Luc Presque 7 ans. Ouais. Presque 7 ans, voilà. Au technocentre d'Orange, etc. Au cœur justement de l'écosystème start-up. Et là depuis quoi, 2 ans 2 ans. 2 ans. 2 ans, ouais. Tu as quitté le groupe. Ouais. Donc il va falloir, parce que ça, à chaque fois, je pense que ça intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, les grands virages comme ça de cadre supérieur, cadre dirigeant, etc. Tu t'es lancé donc dans les RH. Mais c'est quoi exactement ? C'est-à-dire, tu veux faire en fait une sorte de... comment est-ce que je vais dire ça ? Un cabinet de conseil en management du 21e siècle, c'est ça un peu le projet, Luc ? Oui, à part que je ne me définis pas comme un consultant, mais plus comme quelqu'un qui va fédérer une communauté mondiale sur les nouvelles formes de management, les nouvelles formes de travail. Et ma raison d'être, puisque c'est la saison des raisons d'être... Ah ben c'est même tout ton pitch, quoi. Hein, absolument. C'est changer le travail pour changer la société. Et je pense que ce qui tourne pas rond dans la société, bien souvent, Shadow of the Leader, enfin, ça vient de ce qu'on a vécu. Quoi Shadow of the Leader, c'est ce qui est retransmis par les managers dans le monde du travail. On passe quand même 8 à 10 heures par jour au travail, pour la plupart d'entre nous, les actifs en tout cas. Eh bien, ça déteint. Ce que les pratiques des leaders déteignent sur toute la hiérarchie de l'organisation, et ensuite quand on sort du travail, ça déteint sur nos vies personnelles en fait, sur la société avec un grand S, et ça déteint pas forcément dans le bon sens, puisque l'organisation au travail a un certain nombre de particularités, de patterns qui sont quand même aujourd'hui archaïques. Et qui font que on reproduit ça dans le monde associatif, on reproduit ça dans sa famille, et ça va générer un certain nombre de tensions, de dysfonctionnements, et parce que ça n'a rien de particulièrement naturel en fait. C'est intéressant ça, dis donc. Donc moi, l'impact... Parce qu'on a plutôt tendance à dire que c'est la tension de la société qui rejaillit sur l'entreprise. Toi, tu vois le truc ? Moi, je pense qu'on passe l'essentiel de notre temps en entreprise, au travail, que les relations, ils sont totalement fausses. Enfin, en tout cas, beaucoup de ces relations sont fausses, sont empreintes de jeux de rôle, de jeux de pouvoir, de ce fameux lien de subordination personnelle qui en fait fait tout foirer, fait foirer beaucoup de choses. Alors c'était très efficace dans un monde industriel où on fabriquait des forts de cas, où tout se ressemblait, tout était linéaire. On savait que pendant 10 ans, on allait pouvoir vendre des voitures d'un certain type. Aujourd'hui, dans le monde VUCA, un certain volatile, etc., que l'on connaît tous aujourd'hui. VUCA fordonné, VUCA volatile, incertain, complexe. Et A. Voilà. Et donc, qu'on retrouvera. C'est ce nouveau contexte-là qui rend ces formats archaïques, ces formats historiques archaïques. Mais ce qui est intéressant, alors c'est compliqué parce que tu as une forme de devoir de réserve, etc. et tout. Mais donc tu l'as vécu, toi, Luc. Par rapport, moi, là où ça m'intéresse beaucoup ta démarche, par rapport aux start-upers qui débarquent en disant vous allez voir, on va tout changer, c'est que toi, tu as vécu le grand groupe. Puis alors le vrai grand groupe, quoi. Voilà. Orange, 100 000 personnes, boum, voilà. Ça se pose là. Oui, et puis qui plus est, je l'ai vécu pendant 20 ans, donc c'est vrai que j'ai quasiment... Enfin, je suis rentré dedans au moment de la privatisation. Donc c'était quand même une entité qui était une émanation de l'État et qui est rentrée dans le secteur privé. D'ailleurs, en échangeant... du cash contre du papier, ce qui a provoqué un certain nombre de déboires à un moment donné financiers avec le plan de Thierry Breton lorsqu'il est arrivé pour sauver l'entreprise, etc. Donc tout ça, ça a été incroyablement intéressant à vivre de l'intérieur, cette transformation d'un ministère, quasiment des PTT, jusqu'à une organisation extrêmement concurrentielle. Et ça s'est vécu dans une douleur terrible, enfin, sur les années 2005, 2006, 2007, 2008, voilà, l'ensemble de cette période que personne n'a oublié autour d'Orange. À un certain moment où on a cru que des processus qui étaient ceux de l'industrie pouvaient s'appliquer à une industrie du service. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas possible, en fait. C'est mal connaître le monde des télécoms. Donc ça a
provoqué certaines tensions. Après, la transformation du groupe Orange, elle est quand même assez remarquable malgré tout, puisque évidemment c'est un grand groupe comme d'autres avec beaucoup de lourdeur, de bureaucratie, un certain nombre de bureaucraties, etc. Mais par rapport à la moyenne, je dirais, du CAC 40, Orange s'en sort plutôt bien. Et puis par rapport au grand groupe en général, il y a eu quand même une transformation bien supérieure, partant de la situation initiale que j'ai décrite précédemment, qui était quasiment, même pas quasiment, qui était un ministère d'État, en fait. Ce que tu décris à travers, donc, alors, on a écrit, nous, fondateurs de Purpose for Good. Purpose for Good, oui, absolument. C'est plein de bons sentiments, tout ça, hein, c'est merveilleux, c'est un conte de fées. Ce que tu décris, c'est l'entreprise libérée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée ? Moi, entreprise libérée, ça ne me parle pas beaucoup. Par contre, libérer le potentiel des personnes dans les entreprises, oui, ça me parle. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours considéré comme un... Entreprise libérée, ça veut dire, de ce que j'en ai compris, ça veut dire très forte autonomie. Voilà, c'est ça. C'est une... Donnée à l'ensemble des maillons de la chaîne. Ça me va bien. C'est développer en fait en interne un sentiment d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat, développer les réflexes d'entrepreneur au sein d'une organisation, fût-elle grande. Et donc c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait, puisque aujourd'hui ce qui frustre les gens, ce qui fait qu'on a 85% de gens qui ont plutôt un rapport alimentaire avec leur organisation et pas d'être à l'attaque le matin en se levant ou d'être au service de son équipe. Eh bien, c'est lourdeurs organisationnelles, c'est le fait qu'on est obligé de répondre à un chef qui lui-même répond à un chef. Mais oui, mais dans un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes, tu es obligé à un moment de fonctionner comme ça, Luc. Tu es obligé de structurer ça. Alors, justement, moi, je suis allé à la rencontre dans 30 pays du monde. J'ai pris mon sac à dos, j'ai fait un tour du monde. Avant la pandémie, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire à ce moment-là. Je suis allé interviewer 250 leaders qui avaient disrupté ou qui avaient transformé fondamentalement le management traditionnel, le management à la papa. Et ces gens-là, ils ont fait basculer l'organisation traditionnelle, la hiérarchie de pouvoir, la hiérarchie individuelle, le lien de subordination que je décrivais précédemment, sur une hiérarchie d'équipe. Et donc, la hiérarchie d'équipe, donc souvent on décrit, Jeff Bezos avait décrit la Two Pizza Team. Oui, absolument. Donc c'est à peu près 6-8 personnes, hein, ça dépend si vous avez beaucoup entre 6 et 12 personnes. Mais il faut nourrir l'équipe avec 2 pizzas. Voilà, alors ça c'est très empreint de lean et d'agilité. Scrum, qui est apparu en 98 dans la Silicon Valley, qui a tout changé parce que ça a formaté l'innovation informatique sous la forme de sprints très courts, de 15 jours en moyenne, qui itéraient avec le besoin du client. Donc on était sûr qu'à la fin, les deux côtés du pont n'étaient pas à 1 mètre de distance, mais bien l'un en face de l'autre. Et donc cette itération permanente, ces équipes plus petites, on parle d'organisation cellulaire, peuvent faire le scale, peuvent s'appliquer à grande échelle, mais chacun dans son équipe a une capacité d'autonomie et d'intervention sur le registre de ses rôles, donc de ses responsabilités, qui est totale. Et personne ne va vérifier ce que vous avez à faire. Vous avez la responsabilité, vous pouvez aussi vous planter, mais vous êtes en charge. C'est ça. Et donc d'être en charge vis-à-vis de ses pairs plutôt que vis-à-vis d'un chef, qui peut être bon ou mauvais, mais qui a un seul cerveau. L'équipe, elle en a plusieurs, elle est pluridisciplinaire et elle est bonne, puisqu'elle est sizée, elle est dimensionnée précisément pour ce qu'elle a à faire, et elle résonne finalement comme une entité la plus autonome possible, redevable vis-à-vis d'autres. Hein. C'est comme si on avait un PNL virtuel à l'échelle de chaque organisation, de chaque cellule de l'organisation. Et finalement, c'est le vivant qu'on est en train de décrire. C'est comme ça que fonctionnent les cellules d'un corps, une forêt, c'est le vivant. Et donc, on parle aussi souvent d'organic organisation, organisation organique, et la taille humaine de ces cellules élémentaires, leur interdépendance, la capacité à cascader la raison d'être via une méthode que Google a inventée il y a 10 ans, qui est phénoménale de simplicité et d'efficacité, qui s'appelle les OKR, Objective and Key Result. Donc, on va cascader la raison d'être sur des objectifs clés stratégiques, et on va s'assurer que toutes les forces vives sont bien centralisées sur cela. Donc ça veut dire, ma raison d'être concrètement, ça veut dire ça. Oui. Et chacun des points, je le confie à une équipe, enfin à une série d'équipes, puisqu'on reprend tes alvéoles, tes cellules, etc. Oui, on va être capable de partir soit de la raison d'être qui s'exprime en une phrase, soit de plusieurs raisons d'être, de plusieurs phrases qui expliquent ce que fait l'entreprise, hein, parce que parfois c'est complexe. Et de celle-là, on va partir on va dire que ça, c'est le tronc. On va partir sur des branches, des feuilles, etc. Et on va être capable de décliner, de cascader comme ça les objectifs stratégiques de l'organisation. Et on va le faire par équipe et de façon cellulaire. Et la grande puissance de ce modèle,
qui peut se designer sur des plateformes informatiques. Il y a un Français qui est leader mondial sur le domaine qui s'appelle Ola Spirit, qui permet de dessiner ces cercles et ces rôles et de voir l'évolution de l'organisation. Attends, tu vas trop vite. Au quotidien. Attends, d'abord, je voulais juste préciser un truc. Ce que tu décris, alors, Amazon, et il se trouve que j'ai discuté très récemment là, avec la DRH d'Amazon en France, Amazon revendique toujours ce fonctionnement avec aujourd'hui 1 300 000 personnes. Je ne sais pas, c'est 1 300 000 personnes, Amazon. Voilà. Ça, c'est donc, modeste. Oui, non, mais ça valide ton fonctionnement et avec les résultats qu'on connaît. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. Voilà. Mais alors, effectivement, ça m'intéresse beaucoup aussi. Le logiciel. Tu rentres ça, tu cites 2 logiciels, tu rentres ça dans 2 logiciels. Raconte-moi comment ça se passe. Je parle de la Spirit. Il y a d'autres concurrents, mais ils ont quasiment pas de concurrents. Ils sont français. C'est le nouvel operating system des organisations organiques, cellulaires, à gouvernance partagée. Tout ça, c'est des termes qui veulent dire la même chose, qui permettent de décrire l'organisation par cette hiérarchie. La hiérarchie persiste d'équipes et de cellules. Donc on va décrire une équipe selon un cercle et les cercles constitués de rôles. Et un cercle d'ailleurs, c'est un rôle. Si on prend un peu de recul, un cercle égale un rôle. Donc tout ça, c'est une constitution de rôles qui, assemblés, vont constituer une entreprise. Cette organisation... Attends, l'équipe, les 6, 8, 10 personnes, ils sont toujours ensemble ou non, c'est des équipes de projet. Voilà, exactement. Ouais, donc moi, je peux avoir plusieurs rôles dans différents cercles. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi j'ai développé des compétences, tu me connais Stéphane, j'ai développé des compétences dans le milieu associatif. Mais jusque-là, l'entreprise, elle n'en a rien à faire parce qu'elle ne le sait pas. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les organismes de nouvelle génération, c'est de pouvoir utiliser ces compétences que j'ai développées, soit à titre personnel, soit à titre associatif, sportif, je ne sais, dans différents cercles de l'organisation, si l'organisation me le permet et en a besoin. Deloitte dit l'entreprise aujourd'hui n'utilise que 20% des compétences qu'elle pourrait utiliser si justement elle avait une cartographie complète de l'intégralité des compétences qu'ont ses salariés. Ça me fait penser aux calculatrices quand on était au lycée, on utilisait 30% des fonctions, on avait plein de touches sur lesquelles on tapait jamais, plein de mémoires qu'on n'utilisait jamais. C'est ça les salariés dans l'entreprise et c'est ça qui fait que les gens deviennent fous. Ils sont frustrés, ils ont une relation alimentaire et à la fin ils rentrent à la maison en disant à leur époux ou à leur conjoint « Eh bien finalement je comprends rien ». Voilà, attends, reviens sur ton logiciel. Donc, ton logiciel, en fait, il cartographie les centaines de compétences qu'il y a dans l'entreprise et il fait des points de rapprochement, en fait. Alors, sur Ola Spirit, je vais pouvoir décrire tous les rôles que je veux animer. En fonction des compétences dont je dispose. Et donc, c'est fini la feuille de poste. La fiche de poste, boum, terminée. C'est totalement obsolète. C'est-à-dire que là, c'est dynamique. C'est-à-dire que je vais pouvoir bouger dans les rôles que j'anime, dont je prends la responsabilité du jour au lendemain, en fonction de l'apparition de projets ou de la disparition de projets. Donc, il y a une vision très dynamique de l'organisation. Elle évolue tous les jours. Il n'y a plus de grands Big Bang. Moi, j'ai vécu toute ma carrière. Je voyais débarquer des consultants qu'on payait très cher, qui venaient pour 18 mois, qui nous pondaient une nouvelle organisation qui était forcément la meilleure, puisque c'était celle que le chef qui les payait leur avait demandé de mettre en œuvre. Si on se dit les choses, je caricature un peu, mais pas tant que ça, en fait. De toute façon, c'est toujours la même qui vendait. Donc Voilà. Et à l'issue de la mise en œuvre, eh bien, l'organisation est obsolète premier jour, puisqu'elle date d'il y a 18 mois. Et donc, ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grands soirs, il n'y a plus de réorganisation Big Bang, c'est tous les jours. Et si on fait des photos sur Ola Spirit de l'organisation tous les jours et qu'on accélère, on fait un time-lapse, on voit l'évolution organique de cette entreprise tous les jours avec une photo accélérée. Tu sais ce qui se passe là, Luc ? Il se passe que ceux qui te regardent font comme moi, c'est-à-dire là, j'essaye de projeter ça dans mon entreprise. Voilà, j'essaye de dire, mais comment on fait ? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un mec qui soit à un point précis, à une heure précise pour faire une tâche précise. Ah, bien sûr. Quand même. Bien sûr. Et d'ailleurs, la répartition du temps dans mes rôles, elle est clairement identifiée. Oui, mais ça veut dire que si personne n'a envie de faire ce truc-là, tu vois ce que je veux dire ? Dans l'ensemble de mes projets, justement, de mes rôles et tout, il faut quand même qu'ils soient tous occupés à un moment, à la fin. Ah oui, mais ça, la responsabilité vis-à-vis de ses pairs, elle est beaucoup plus engageante qu'un chef qui va contrôler si vous êtes levé le matin et si vous avez pointé le soir. Ouais, d'ailleurs, la relation... C'est-à-dire, je vais le faire parce que je sais que je fous tout le monde dans la merde si je le fais pas. Exactement. L'engagement, il est total. Parce que si on n'est pas là, tous les camarades, ils en prennent plein la tête. Et ils sont mis en difficulté. Donc l'engagement, le matin, les gens se lèvent
parce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils ont à faire, parce que c'est beaucoup plus intéressant, ça évolue en continu, et parce qu'ils sont redevables vis-à-vis de toute l'équipe. Et que c'est comme dans une équipe de rugby, hein, je ne me demande pas si le gars est là quand je passe le ballon, il faut qu'il soit là, on s'est entraîné des heures et des heures pour qu'il soit là. Et donc c'est ça qui se passe dans une équipe agile. Qu'est-ce qui deviennent les partenaires sociaux dans ton histoire ? Alors les partenaires sociaux... non mais juste je fais une incise, c'est le sujet dont personne ne parle plus aujourd'hui. J'ai l'impression que le Covid a éradiqué les partenaires sociaux. Les amis, alors on va pas faire la Biden mania là, mais écoutez le vieux sage quand même des années 70 qui vous dit à un moment quand même l'organisation des salariés c'est utile. Voilà, je referme la parenthèse. Moi je pense qu'ils n'ont absolument pas disparu et que d'ailleurs leur force est inversement proportionnelle à la capacité des organisations à décentraliser l'autorité. C'est-à-dire que les syndicats sont d'autant plus puissants qu'il y a des frictions entre les personnes managées et la direction. D'ailleurs, c'est totalement archaïque comme conception d'avoir une opposition comme ça. C'est un peu pagnolesque entre les dirigeants d'un côté. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc ça, dans les organisations que l'on décrit, avec cette capacité à complètement décentraliser l'autorité, à mettre en action chacun, c'est-à-dire que chacun est capable de proposer des changements d'organisation, des changements très concrets sur son périmètre de responsabilité. Normalement, si on va au bout de la logique, ça disrupte totalement les partenaires sociaux, simplement parce que chacun devient lui-même son propre... oui, mais moi, tu vois, le patron de ses rôles. Le sale néolibéral boomer, ça m'inquiète un peu, quoi. Voilà. Non, tout ce que tu décris me fascine. Je trouve ça génial, mais à un moment, tu as besoin, pardon de le dire comme ça, mais d'une collectivité de travailleurs pour défendre un certain nombre d'intérêts, tu vois, au-dessus de la simple production et de l'avance de l'entreprise. Oui, mais ça s'appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'à partir du moment... il faut qu'elle puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décentralises l'autorité, les gens s'emparent et vont décider à plusieurs, et plusieurs cerveaux trouvent des solutions qui sont forcément meilleures qu'un seul. Qu'une minorité. Donc ils ont eu raison de refuser les syndicats chez Amazon, par exemple. Pardon, t'es pas obligé d'aller sur ce terrain-là si tu veux pas, mais ça me vient spontanément, puisque c'est sûr que c'est un modèle d'entreprise qui fonctionne comme tu l'as décrit. En tout cas, moi je pense que si les salariés sont en capacité de mettre en œuvre, on parle en anglais de safe enough to try, c'est-à-dire que si ce que je propose ne met pas en danger l'organisation, c'est mis en œuvre par défaut. Et on utilise un mode de décision qui s'appelle le consentement, qui est très en vogue. C'est-à-dire que le consentement, c'est comme à l'Assemblée nationale, les gens font des amendements, et puis si tous les amendements sont rejetés ou sont intégrés, on parle aussi de décision intégrative, à la fin, c'est mis en œuvre. Donc c'est safe enough to try, c'est-à-dire que la proposition ne reçoit plus d'objection valable pour ne pas être mise en œuvre, elle est mise en œuvre. Et chacun peut faire des propositions. Donc ça, je pense que ça résout quand même l'essentiel des frictions au travail. En tout cas, c'est ce que j'ai observé dans un certain nombre de sociétés. Aujourd'hui, j'ai dans ma base de données, puisque je comptabilise ces sociétés à l'échelle mondiale, à peu près 20 000 sociétés qui sont parties vraiment significativement sur ce modèle-là. C'est très peu à l'échelle de l'économie mondiale. Et il y a des très grandes, on a parlé d'Amazon, mais on est quasiment au bout, Luc, il y a d'autres très grandes parmi ces sociétés. Ce que je peux... oui, il y a des très grands, il y a des at scale. Ce que je peux dire, c'est que dans 100% des grands groupes, sauf vraiment ceux qui sont... dans des cas très particuliers, il y a des expérimentations partout. Ça, je te le confirme. Ça pop-up partout. On parle que de ça. En fait, ils parlent que de ça. C'est pas pour ça que ça va fonctionner. L'ADN à la vie dure, l'ADN des organisations à la vie dure, et je pense, personnellement, parce que je ne suis pas naïf et j'ai passé cet âge-là, que la plupart mourront en bonne santé. Ouais, mais Luc, non, mais le télétravail est un changement de paradigme tel qu'ils ne vont plus avoir le choix, en fait. À un moment, le micromanagement, tout ça, c'est mort. Cette pandémie a été extrêmement positive de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Et j'ai pas eu le temps de te parler de ton business, donc tu reviendras, parce que j'aimerais bien savoir comment tu gagnes ta vie après que tu nous as raconté tout ça quand même. C'était passionnant, Luc, absolument passionnant. Le fondateur de Purpose for Good, donc, était notre invité sur Bismart.